Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager. Axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Aujourd'hui, le podcast va parler de la thérapie des constellations familiales. Sujet vaste et d'actualité, surtout pour ceux qui ont regardé la série Le chemin des oliviers, très belle série que je vous conseille, qui viendra imager d'autant plus le podcast et cette thérapie. Donc nous verrons tout ceci à travers le livre La thérapie des constellations familiales pour mettre fin aux schémas répétitifs familiaux et écrire votre propre histoire de Marine Séléné. Nous faisons tous partie d'un système plus grand que nous, notre famille. Parfois, sans même le savoir, nous portons des mémoires, des émotions et des schémas issus de notre lignée. Les constellations familiales offrent un regard nouveau sur ces liens invisibles, nous permettant de comprendre, d'apaiser et de retrouver notre juste place. Elles sont vraiment une approche thérapeutique qui a été développée par Bert Hellinger pour mettre en avant ce qui se joue dans les dynamiques du système familial. On parle même plus de dynamique inconscient. Nous serions influencés par le vécu de nos ancêtres. Quand vous participez à une constellation familiale, il y a une constellation en fait qui se crée symboliquement pour mettre en scène votre famille, soit avec des participants qui sont en train avec vous d'être dans cette constellation à la séance, soit avec éventuellement des figurines. Selon le placement que le constellant, c'est-à-dire la personne principale qui consulte, va donner à chacun, ceci sera révélateur de vérité, de place dans la famille, de compréhension sur des comportements que l'on adopte au quotidien. Je vais vous donner déjà, pour commencer dans ce podcast, les 3 principes fondamentaux des constellations familiales. On a l'appartenance, l'ordre, l'équilibre. L'appartenance, c'est-à-dire que chaque membre a sa place dans la famille, même ceux que l'on ne veut pas, ceux que l'on ne veut plus, que l'on a oubliés. Cette notion est très importante. On va revenir dessus, mais chaque membre a vraiment sa place. L'ordre. L'ordre est naturel. Il y a des descendants, il y a des ascendants. Chacun a un ordre, en fait, une place prédéfinie. On a après l'équilibre, c'est-à-dire qu'avec l'équilibre, on est dans le donner-recevoir. Donc, on a cette polarité que l'on retrouve dans les liens, couple, parents, enfants. On a déjà parlé de la polarité dans le dernier podcast juste avant et je vous invite du coup à l'écouter si vous voulez un petit peu en savoir plus sur cette polarité. Mais la polarité, c'est un petit peu comme 2 choses qui s'opposent grossièrement. Le concept de cette théorie, c'est la mémoire collective et notre reliance énergétique à notre lignée, c'est-à-dire ce qui va nous relier énergétiquement, donc dans l'invisible, aux gens qui font partie de notre lignée, voire aux gens qu'on ne connaît pas de notre famille. C'est comme si on avait un concept à l'intérieur d'un même concept. C'est-à-dire que les mémoires collectives englobent des sous-concepts comme transmission inconsciente familiale, schéma répétitif. On est dans une idée qui contient une autre idée plus fine. Je vous cite une phrase du livre, j'aime bien vous citer des phrases, je trouve ça important pour bien vous illustrer, et c'est souvent des phrases qui m'ont permis d'avancer encore plus sur ce que j'ai envie de vous partager. Donc notre famille sera toujours notre famille, et notre histoire sera toujours notre histoire. Cette phrase fait écho à la mémoire cellulaire, à la fidélité invisible des constellations familiales.
peu importe ce qui se passe, vous ne pouvez pas effacer les liens. On regarde l'individu comme faisant partie d'un ensemble, que l'on nomme du coup système familial. On n'est pas dans le reconnaître les conflits intérieurs qui ont pu émerger dans l'enfance avec nos parents, avec nos tuteurs, avec nos frères et sœurs, mais on est sur des événements historiques vécus, c'est-à-dire vécus par des membres du système. On n'est pas dans l'individualité de chacun, on va prendre le système entier. Et bien Bert Hellinger, fondateur du coup des constellations familiales, a créé son approche sur la vision du monde des Zoulous. C'est un peuple d'Afrique australe qui ont pour philosophie l'Ubuntu. Alors je sais pas si je prononce bien, je vais vous l'épeler, c'est Ubuntu. Ça, c'est pas la seule philosophie de ce peuple, c'est vraiment celle qui a permis à Bert Hellinger de pouvoir énoncer ce concept des constellations familiales. Ce mot signifie « j'existe » car nous existons. La réussite ou la souffrance personnelle concerne finalement le groupe. Dans ce peuple d'Afrique, ils ont pour pratique de rendre hommage, de faire des rituels et des offrandes pour s'assurer de la bienveillance de leurs ancêtres. Ils sont dans la croyance que leurs ancêtres sont présents en eux, autour d'eux, et qu'ils sont toujours en train de leur transmettre des choses et qu'ils s'assurent de leur bienveillance. Pour vous imaginer les constellations et comprendre le jeu qui se joue, je vais vous expliquer en termes de maître du jeu. Le maître du jeu, on va dire que c'est l'univers qui nous a distribué des cartes à chacun. Nous jouons avec un certain nombre de cartes, d'accord ? Chaque joueur joue avec un certain nombre de cartes. Vous êtes plusieurs joueurs puisque vous êtes une famille. Donc, famille plus vous égale système. Votre système familial. Nous jouons nos cartes qu'on a reçues individuellement. On va jouer ces cartes en fonction du jeu des autres, des cartes qui sont déjà sorties finalement. Mais notre façon de dévoiler notre jeu reste distincte des autres. Vous n'allez pas dévoiler votre jeu de la même façon que Tati Jeanne. Ça va être différent. La façon dont vous allez jouer vos cartes, la même façon dont vous jouez à un jeu de société, il vous appartient. Ça vous appartient. Et finalement, en reconnaissant et en acceptant le jeu des autres, la façon de jouer des autres, vous allez admettre que votre manière de jouer s'en trouve impactée, que votre manière de jouer ne va pas être la même parce que finalement vous pensiez pas qu'on allait jouer cette carte-là à tel moment. Donc, du coup, vous allez réviser votre manière de présenter ce que vous avez en main. Il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Voltaire qui a cité « Chaque joueur doit accepter les cartes que la vie lui donne. Mais une fois qu'elles sont en main, c'est à lui seul de décider comment jouer les cartes pour gagner la partie. » L'auteur Marine Séléné nous dit que l'on ne peut pas s'auto-consteller, mais on peut s'intéresser en fait à la philosophie qu'il y a derrière les constellations familiales, et ça serait vraiment bénéfique pour connaître les emprises de ceux qui nous ont précédés, et aussi de se désintriquer des destins. De se désintriquer finalement des destins des autres, ce qui reste transformateur pour écrire votre propre destin, en être l'auteur et plus l'acteur. L'objectif de ces constellations, c'est de prendre conscience de certains schémas, tels que des schémas de comportement, des schémas comportementaux inadaptés, qui répondent à des besoins d'insatisfaction de vous-même, de vos prédécesseurs aussi, comme, je vais vous citer, je vous donne des exemples pour que ça soit plus clair, comme l'autosabotage. L'autosabotage peut avoir pour origine, par exemple, un ancêtre qui a subi une faillite, une injustice, donc reproduction d'échecs, avec un lien évident avec la loyauté, la fidélité familiale. On a l'hyper-responsabilité. Quand on prend tout en charge, peut-être que retrouver la source dans un ancêtre qui a dû, c'est toujours des exemples, prendre des responsabilités trop jeunes car ses parents sont tombés gravement malades,
ou sont décédés, et bah du coup nous on va s'imposer un rôle inconsciemment, une hyper responsabilité. On a aussi la peur du succès, parce qu'on a un ancêtre qui a subi des critiques dues à sa réussite sociale. La peur est venue s'installer, celle du regard des autres, pour ne pas se sentir rejeté. Et du coup, comme on a peur de se sentir rejeté, et ben finalement, on n'arrive pas à avoir du succès dans nos projets. On peut avoir le sentiment d'imposture ou encore le manque de confiance, c'est-à-dire que là, on doute de sa valeur. On va dire que nos ancêtres, ils ont subi des humiliations. Il y a cette mémoire d'indignité qui va être transmise. L'auteur écrit « Un fil invisible nous relie à travers le temps, sorte de mémoire familiale interne. » C'est-à-dire que des liens énergétiques sont présents. On peut couper ces liens énergétiques par des méditations ou encore l'hypnose en libérant toutes ces énergies qui sont toujours là et qui nous empêchent d'avancer. Les techniques sont différentes. Ici, c'est agir avec les constellations sur des attachements émotionnels énergétiques et pour se libérer des influences qui sont négatives. Vous ne couperez pas les liens dans votre famille, les liens de sang, les liens d'appartenance, votre mère, votre sœur, votre cousine, votre cousin, votre frère, ça restera toujours ce qu'ils sont. On agit ici finalement sur deux plans différents. Parce que moi je vous ai parlé de la méditation, de l'hypnose qui aide à libérer ce qui nous freine, alors que les constellations, elles apaisent et harmonisent les liens. Le problème qui peut se poser avec ce fil invisible, avec notre histoire, moi je me pose une question. Sommes-nous sûrs d'avoir la bonne version ? Les récits qui peuvent passer de génération en génération, de plusieurs personnes avant d'arriver jusqu'à vous, parfois sur une même génération en plus, la réécriture finalement de l'histoire, mais elle n'est pas toujours celle d'origine. Des informations s'en trouvent forcément déformées. C'est un petit peu le principe du téléphone arabe. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Au fil du temps, les récits se trouvent déformés, transformés. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le jeu, c'est une phrase chuchotée à l'oreille devient une toute autre phrase à la fin, parce qu'on passe d'une personne à l'autre pour la dire. Ce qui au départ finalement est une vérité, on va le dire comme ça. Chaque vérité appartient à chacun, avec son propre prisme, avec sa propre vision. Et comme chacun a sa propre vision, la phrase va être réinterprétée. On se retrouve donc avec une nouvelle teinte, influencée par différentes interprétations, différentes émotions, et aussi les oublis des relayeurs. Parce que si, par exemple, dans le jeu, les personnes vont oublier de mettre certains mots, des mots de liaison, une pause. Et du coup, ça va totalement déformer la phrase, le récit de fin. Le jeu d'enfant nous montre une chose. Chaque transmission, à chaque fois que vous allez retransmettre quelque chose, on est dans une réinterprétation. Retrouver le sens du récit, c'est pas toujours facile. Le mode individualiste de narration est totalement exclu des constellations familiales. De plus, dans ce système, tous les membres d'une famille sont pris en compte, les vivants comme ceux qui sont décédés, et ceux qui n'ont pas pu aussi voir la vie, ceux qui ont été oubliés, ceux qu'on a mis de côté, ceux qu'on veut pas parler. En fait, je vous donne un élément ici sur le placement dans la constellation. Logiquement, derrière le constellant, on voit le père qui se place à droite et la mère qui se place à gauche. Ce placement correspond à la symbolique des côtés du corps. C'est-à-dire que le côté droit, c'est le masculin, l'action, la lignée paternelle, le monde extérieur. Le côté gauche, le féminin, la réceptivité, l'émotion, lignée maternelle et le monde intérieur. Ce qui finalement n'est pas sans rappeler que certaines douleurs aussi physiques, certains blocages physiques peuvent résonner avec des schémas familiaux. Vous voyez un petit peu le lien entre constellation familiale, douleur physique, douleur émotionnelle ? Tout est ordonné. Notre place, elle est définie de toute façon. Et elle est interconnectée.
Rappelez-vous des principes fondamentaux que je vous ai cités, l'appartenance, l'ordre, l'équilibre. Vous avez donc l'ordre et l'appartenance ici qui apparaissent. L'appartenance, c'est un de nos besoins fondamentaux, mis en avant dans la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle fait partie des sciences humaines, parce que Maslow était un psychologue qui a mis en avant cette pyramide en 1943. Il a situé nos besoins fondamentaux sur plusieurs niveaux. L'appartenance, elle arrive en numéro 3. On retrouve aussi les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et bien d'autres besoins. On la trouve facilement aujourd'hui sur Internet, donc vous pouvez toujours y jeter un œil. C'est toujours intéressant parce que c'est vraiment un socle très intéressant pour comprendre aussi nos besoins, même si aujourd'hui, finalement, il y a d'autres besoins aussi qui ont évolué, il y a d'autres choses à prendre en compte. L'appartenance concerne nos relations en termes d'amour, d'affection, de reconnaissance dans un groupe, dans la famille aussi. C'est avoir vraiment ce sentiment de connexion. La non-satisfaction du besoin d'appartenance peut entraîner du rejet, de l'isolement, et à l'inverse, quand il est comblé, ceci va favoriser votre estime, l'estime de soi et l'épanouissement. C'est là où vous allez vous aimer. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la sensation, mais c'est même pas une sensation, c'est vraiment être connecté à ce que vous êtes, à votre famille, à vos enfants, à être connecté à un groupe, être reconnu en tant que membre d'un groupe. Tout ça, c'est important parce que ça va favoriser votre estime, votre amour-propre. Ce besoin d'appartenance, il crée cette loyauté déconcertante que l'on peut avoir envers nos parents. Ici, j'emploie le mot parent vraiment au sens large. La constellation va se retrouver perturbée à cause d'événements qui vont venir bousculer cet équilibre qui faisait partie des points importants qu'on a cités au début. Et quand il va y avoir un événement qui va venir bousculer cet équilibre, la conclusion ou le résultat, c'est que l'appartenance va être mise à mal. Je vous donne un mantra simple. Si vous travaillez sur vous-même, vos comportements à décoder, ça peut toujours vous aider. Quand vous travaillez sur des choses pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des comportements répétitifs, l'auteur nous cite un mantra très simple, il vient pas de moi ce mantra, et je l'ai trouvé très court et profond. Cela n'a pas commencé avec moi. Ce qui me fascine en plus dans tout ce que j'essaye de vous transmettre, c'est qu'il y a des recherches en épigénétique qui ont montré l'hérédité des traumatismes au niveau cellulaire, au niveau ADN. L'épigénétique, elle explore l'expression de nos gènes et leurs influences sur l'environnement, sur les comportements, et principalement au moment de la programmation cellulaire, au cours du premier trimestre de grossesse. Des études ont été faites sur les survivants de la Shoah où leurs enfants avaient des altérations dans le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et cette altération suggère une transmission de traumatisme. Cette science vient vraiment appuyer ce que les thérapies transgénérationnelles mettent en avant, ainsi que la spiritualité. Donc, un événement ne concerne pas un individu isolé, mais tout un système familial, voire social, voire collectif. Ce qui m'amène à vous parler de la pensée systémique. Un élément du système change, ceci impacte le système entier. Ici, on parle de traumatisme, mais quand on entreprend un travail sur soi, on vient changer son propre schéma, bousculer le système et potentiellement transmettre de nouvelles données. Là, on vient parler de traumatisme, mais quand on entreprend un travail sur soi, on vient changer son propre schéma, bousculer le système et potentiellement transmettre de nouvelles données. Ça sera nos transmissions futures. Pratiquer cette pensée, c'est accepter que l'humain est imparfait, que nous avons tous nos propres schémas et que, parfois, ils sont imparfaits. L'action de quelqu'un n'est pas une offense personnelle, c'est-à-dire que si votre ancêtre a fait quelque chose ou que quelqu'un, là, dans votre génération, fait quelque chose, c'est pas une offense personnelle envers vous-même, mais plutôt une situation de cause à effet, due à son système d'appartenance, un système d'appartenance finalement déséquilibré. Accepter les choses qui se sont passées,
C'est un bon début déjà pour rentrer dans cette pensée systémique. Les événements se sont produits. Ça, c'est une réalité et la réalité, vous ne pouvez pas la modifier. La réalité, elle s'intègre en vous. Elle ne peut pas être combattue ni contrôlée. En fait, elle est là. Elle est ce qu'elle est et vous devez l'accepter. Enfin, des moments, il se passe des choses horribles et que vous devez dire, je suis ok avec ça. Non, vous avez le droit de pas être ok. Mais dans tous les cas, ça s'est passé. Donc, vous devez l'accepter et vous devez travailler dessus et continuer votre chemin avec cette réalité. L'acceptation, c'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt un acte de sagesse. Si vous n'acceptez pas la réalité, elle ne se modifiera pas pour autant, cette réalité. Déjà, pour rentrer dans ce mode de ne pas lutter contre vos émotions, détachez-vous du résultat. Bien sûr, on attend toujours des résultats, hein. Ça, je peux pas aller à l'encontre de ça, c'est vrai qu'on a des attentes, mais le fait que ces attentes tournent en boucle dans notre tête fait qu'on ne se détache pas de la réalité. Le fait qu'on reste dans nos attentes, on se détache pas du résultat. C'est pas évident, hein. Même dans nos objectifs, essayez de déplacer votre attention, parce que le fait de focaliser déjà sur toujours la même chose ou quelque chose que vous attendez, potentiellement déjà, vous allez être déçu. Si vous focalisez sur autre chose, que vous allez lâcher prise dessus, si ça se passe, mais vous allez être la plus heureuse des personnes et votre émotion de joie va être tellement intense. Le passé, il est beaucoup mis en avant dans les constellations familiales, surtout le fait qu'il vient impacter notre présent. Respecter ce qui est advenu, ce qui s'est passé, ça n'implique pas être dans l'admiration. C'est pas toujours waouh ce qui s'est passé, non. Sinon, on n'aurait pas à travailler sur nous-mêmes finalement. L'étymologie du mot respect, qui vient du latin dérivé de respiere, qui signifie regarder en arrière, considérer, prendre en compte, respecter, c'est pas synonyme d'être en accord avec un quelconque enthousiasme, avec une quelconque personne, mais c'est plutôt une renaissance de la réalité des faits. Comprenez aussi que autour de nous, tout est système, et que de multiples systèmes vont s'imbriquer entre eux, les uns dans les autres. C'est un petit peu le concept de la poupée russe. Notre système familial rentre dans un autre système, qui est le système de communauté, qui lui-même va rentrer dans le système d'un pays, et ce même système familial fait encore partie d'un autre système, le système culturel, et dans le système du pays, il y a différents systèmes culturels. Voilà, c'est vraiment un enchevêtrement de choses qui peuvent se retrouver finalement dans votre propre système familial. Nous avons connu l'interconnexion et la responsabilité individuelle qui ne pouvait pas être dissocié du collectif pendant la pandémie du coronavirus. Je m'explique. On a eu l'interconnexion sanitaire, c'est-à-dire le virus se propageait rapidement et au-delà d'une même zone, comme la région, le pays, le département, enfin voilà, ça allait loin. Donc il y a eu cette interconnexion, une interconnexion économique, une interconnexion sociale, avec les restrictions, le confinement, qui a eu un impact sur nos entreprises et sur les interactions humaines. Dans ce contexte d'interconnexion, la responsabilité individuelle, elle a eu son importance. Mais les actions individuelles avaient un impact sur le collectif. C'est la même chose que dans un système familial. Vos ancêtres ont fait quelque chose d'individuel et il y a eu un impact sur le collectif. Les décisions collectives prises ne pouvaient pas remplacer les décisions individuelles. Ceci a créé une tension entre liberté individuelle et bien commun. Je ne parle pas ici d'un pour et d'un contre dans le contexte de la pandémie, ou sur la situation, ou sur des décisions que vous avez prises, ou sur des décisions qui ont été prises à une plus grande échelle. Cette pandémie a créé un lien, un fil invisible entre tous. Ceci a été pareil durant les guerres mondiales. La crise sanitaire a été le miroir de notre réalité. Vivre, c'est composer avec la multiplicité des liens et des responsabilités. N'oubliez pas la richesse de la vie et surtout sa complexité. Même si on peut connaître dans la vie des difficultés, des choix, des problématiques, rappelez-vous de cette complexité, de cette richesse d'existence
que tout ne vous appartient pas dans tous les cas et que nous faisons partie d'un système extrêmement complexe. Bien que dans notre vie de tous les jours, on va d'une certaine façon honorer le destin de nos prédécesseurs, ils peuvent aussi, eux, venir perturber quand même notre bonheur. Nous pouvons avoir l'impression, par exemple, le chemin sur lequel nous sommes, c'est pas celui que nous devons prendre, qu'il y a quelque chose qui cloche, sans pouvoir réellement expliquer ou même encore finalement le comprendre. Dans ce cas, il y a une énergie, possiblement. Il y a une énergie qui est connectée à vous, ainsi qu'un membre de votre famille, décédé ou non, et on parle d'intrigation, ce qui veut dire que chaque membre est lié aux autres de façon invisible. On a parlé du fil invisible et du système au moment de la pandémie. Et là c'est la même chose dans votre système familial. On rentre dans la notion, je vais aller vraiment dans une notion que moi je trouve géniale, mais qui peut être très complexe, la notion de la physique quantique. En constellation, on est dans la symbolique pour expliquer les liens invisibles entre chaque membre. En physique quantique, l'intrigation, c'est deux particules qui se corrèlent profondément. Même quand ces particules sont séparées, elles s'influencent quand même de manière instantanée. C'est le phénomène des réactions en chaîne. Et dans le système familial, c'est pareil, il y a des choses qui se sont passées et qui vont vous influencer dans votre présent. On a deux règles dans le système familial, l'appartenance et l'ordre, dont on a déjà parlé. Chacun a sa place ou un ordre, et tout le monde a le droit de faire partie d'une ligne. Ça, je l'ai cité du bouquin. Inconsciemment, le système va vouloir réparer les maillons manquants, combler le vide que a pu laisser un individu qui a été mis à l'écart, qui a été oublié, qui a été dissimulé avec les générations suivantes. Il va falloir retrouver un équilibre et l'adaptation du système va être de combler le vide qui a été laissé. Donc, on crée cette intrigation. Sans le vouloir, on nous donne la place d'un autre, ce qui rétablit pas du tout l'ordre des choses. Au final, ça vient perturber l'appartenance. Ici, on peut entrevoir facilement que se guérir, c'est engager une guérison pour ses ancêtres et pour les successeurs. C'est rétablir l'équilibre, c'est rétablir l'ordre bousculé. Les histoires de famille, elles sont englobées par des sentiments nombreux, il y a des sentiments sombres, des silences, des secrets de famille. Les secrets de famille sont lourds de sens pour comprendre notre récit personnel et souvent, tous les détails ne nous sont pas révélés. On a juste les contours, ce qui nous laisse un petit peu dans le flou, dans un questionnement. Et parfois, l'envie de découvrir, elle est là, elle est profondément ancrée en nous. On a envie de découvrir ce qui se cache derrière tout ça, et on a envie d'aller voir plus loin. Mais finalement, j'ai envie de vous poser une question. Et si le secret restait un secret ? Si c'était son rôle, au secret, de rester secret, acceptez simplement cet aspect de votre histoire, qu'il y a des choses que l'on ne va pas vous dire, ou qu'il y a des choses qu'on ne vous dira pas en totalité, ou qu'il y a des choses que vous ne saurez pas. Vouloir trop en savoir nous laisse dans le passé. L'énergie de ces secrets, elle est tellement forte souvent, parce que tellement là est présent, que même sans le savoir, vous savez, on n'a pas la vraie version du récit à notre connaissance. On n'a pas en fait l'exactitude du récit, ni les faits, mais on sait. Plusieurs fois dans le livre, Marine Séléné écrit « Nous n'avons aucun contrôle sur notre naissance, ni même la famille qui va nous entourer dans notre destinée, et tout est déjà écrit. » J'avoue, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Sur le plan purement matérialiste, en effet, nous savons rien de notre naissance par avance et de notre famille. Mais plus spirituellement, je crois, et j'en suis sûre, si vous me suivez depuis quelque temps, que votre âme sait parfaitement dans quelle histoire elle va plonger pour vous faire évoluer et faire de ces apprentissages une source de croissance qu'on pourrait appeler une croissance divine. Peut-être que si j'avais eu une vie moins heureuse qu'aujourd'hui, mon point de vue ne serait peut-être pas le même. Je vous l'accorde là-dessus. Pour ce qui est de notre destin, je pense que dans les grandes lignes, il y a des événements qui sont préétablis, car ce sont des étapes à notre évolution, à notre mission d'âme. Mais on a la possibilité d'agir sur ces événements, sur déjà comment les vivre, comment vivre ces grandes étapes, et donc amorcer un changement. C'est le principe finalement, c'est marrant parce que je vous imagine beaucoup ça avec des jeux et des jeux de société, et je vais encore vous
imager ça avec un jeu de société, et je trouve ça tellement parlant, parce que le jeu de société, c'est concret. Et dans le principe d'un jeu de société, un jeu de société de plateau, le plateau, il est préétabli. Les règles aussi. Vous allez passer par des étapes obligatoires, des étapes pour arriver à la fin du jeu. Mais votre manière de jouer, elle va déterminer comment vous allez traverser chacune des étapes. Puis à la fin du jeu, comme à la fin d'un cycle ou la fin d'un apprentissage, rien ne va vous empêcher de recommencer une partie, tout en prenant en compte vos apprentissages, ou encore vous allez peut-être appréhender le plateau de manière différente. Les constellations familiales, et moi aussi, j'insiste sur ce point, en tant qu'adultes, nous sommes responsables de nos actions. Dans les thérapies, souvent, l'interrogation porte sur les relations avec nos parents, mais il faut avancer, ne pas blâmer les actions qu'ils ont faites, parce que sinon, on est toujours dans le passé. Et je ne vous demande pas de pardonner certaines choses. Il y a des choses pour moi qui sont impardonnables. Trop vivre avec les erreurs de nos parents, c'est vivre dans leur propre action, mais ce n'est pas vivre votre histoire à vous personnelle. Je cite. Nos parents sont les seuls bons parents pour nous. Là, ici, je parle des parents biologiques. Je sais que certains, à cette phrase, ils vont bondir, que vous ayez eu ou avez eu des parents peut-être toxiques pour certains, violents, maltraitants. C'est clair, la phrase, moi aussi, elle a fait 15 ans et pourtant, j'ai des super parents. Il faut entendre cette phrase avec une connexion beaucoup plus grande que nous, c'est-à-dire dans le sens de l'énergie créatrice. Là, je vous renvoie à mon podcast de février 2025, donc celui juste avant, sur l'énergie créatrice. Vos parents sont les seuls bons parents pour vous, car ils vous ont créé, et que sans eux, votre existence ne serait pas possible. Votre vie, c'est le résultat de la rencontre de deux êtres, à un moment T. Cette rencontre, elle a été créatrice de la force vitale, et remplacez, si vous le voulez, le mot parent, et mettez à la place énergie. Les deux énergies, une énergie féminine et une énergie masculine, même si en soi on sait qu'on a les deux en nous, ces deux énergies choisissent. Elles sont choisies. Ces deux énergies ont été choisies pour nous et elles sont les seules bonnes énergies. Puisque sinon, sans eux, vous ne seriez pas là. Aucun de nos parents n'est plus ou n'est moins important que l'autre. Mais on ne peut pas nier le placement de la mère. Nos liens commencent déjà dans l'invisible avec les deux, mais le lien in utero est fort avec la maman. Après, dans nos sociétés judéo-chrétiennes, donc on a les énergies féminines et les énergies masculines. Les énergies masculines, ils ont été totalement déformées. L'énergie féminine, c'est l'expression, l'intuition, les émotions. On l'a vu avec le côté droit et gauche du corps. Et cette énergie, elle permet de vivre en relation avec les autres. On voit ceci comme finalement une marque de faiblesse. C'est pas le cas. Elle doit être intégrée entièrement en nous. L'énergie masculine, on est dans la logique, l'action, la raison, le pratico-pratique, et elle permet de mettre en mouvement nos projets. Mais finalement, aujourd'hui, cette énergie masculine, elle est mise au service du profit et du pouvoir. On ne sait plus se servir de ces énergies. Les deux énergies, elles émanent de nos parents biologiques pour vous donner la vie. Beaucoup blâment leurs parents de ne pas avoir fait ceci ou fait cela, d'avoir manqué de lien, d'avoir étouffé, d'avoir été trop couvé. Bref, je passe la liste. On peut faire une liste, elle est non exhaustive. Mais être parent, c'est pas une identité. En tant qu'enfant, on a tendance à oublier ça. Ils sont avant tout vos parents, et même les gens que vous côtoyez, même si vous avez eu des parents adoptifs. Vos parents sont avant tout des individus dans un système, avec des rêves, des aspirations diverses. L'auteur écrit « La source du comportement de vos parents réside en eux, mais pas en vous ». Ça, c'est tout à fait exact. Il est parfois difficile de trouver la bonne distance avec nos parents. Pourtant, fixer des limites, c'est essentiel. Dans toutes les relations sans limite établie, votre propre identité, elle peut être mise à mal. Les limites, ça dessine un espace à vous. Ça détermine ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. À l'adolescence, nous transgressons des règles fixées.
souvent par nos figures parentales. Ceci assure finalement le bon développement sain. Alors rassurez-vous, si vous avez des ados, c'est tout à fait normal qu'ils transgressent des règles. Ils transgressent des règles des adultes parce qu'ils sont des adultes en devenir. Pour établir nos limites, il faut déjà découvrir le au-delà de ces limites. Comment vous voulez-vous fixer des limites si vous n'allez pas voir au-delà? Comment savez-vous où est la limite puisque vous n'avez pas de connaissances dessus? Fixer des limites, c'est prendre sa place socialement. Nous devons prendre notre place. Pour ma part, sachez que la sociabilisation, elle commence dès les premiers jours de vie, avec les parents, la fratrie, les cousins, les voisins, la famille élargie. J'entends souvent dire « Oh, si un bébé ou un enfant, il n'intègre pas un groupe, crèche, jardin d'enfants, assistante maternelle, il va pas se sociabiliser. » Moi, je suis pas du tout d'accord. Sauf que je dirais, si vous ne sortez pas, si vous restez enfermé, et que vous élargissez pas les interactions au fur et à mesure que l'enfant grandit, oui, ça peut poser souci. Mais il faudrait vraiment être isolé du monde. Durant le Covid, la socialisation a été perturbée. Les femmes sont revenues de maternité, elles étaient toutes seules. Hormis le papa, si elles avaient un papa qui les accompagnait dans cette histoire de vie, ou une fratrie, si elles avaient d'autres enfants, il y avait cette sociabilisation. Si c'était un enfant seul, c'est beaucoup plus problématique, parce que ça a duré quand même un certain temps. Quand on a des frères et sœurs, c'est par eux et avec eux que vous allez, ou que vous avez fait et que votre enfant va faire ses premières expériences sociales. Je vous mets une phrase de l'auteur: l'amour et les relations sont toujours le prolongement naturel de la dynamique de notre système familial. Notre partenaire de vie, ou l'absence de partenaire, ne se fait pas au hasard. Il se présente à vous comme un élément d'un système créant une dynamique similaire à celle connue finalement par vos parents. C'est la répétition des cycles. C'est là où vous allez pouvoir faire un apprentissage pour votre karma familial. C'est vouloir guérir inconsciemment les lacunes de votre propre système. L'auteur explique qu'une relation est distincte des deux personnes. La relation, c'est le résultat de deux unités qui va créer une nouvelle unité. Donc deux énergies qui vont créer une nouvelle énergie. Cette nouvelle unité, elle disparaît pas, peu importe ce que devient l'union des parents, si les parents se séparent ou s'il y en a un qui décède ou quoi, cette unité, elle disparaît pas, puisque de toute façon, elle est vous, elle est la création. Et au-delà de ça, même s'il n'y a pas d'enfant, il y a eu quand même une énergie de créer, un lien de fait. Dans nos relations, nous oublions souvent de nous prioriser, et pensant que rendre heureux l'autre nous rendra beaucoup plus heureux. Là, nous rentrons dans une codépendance affective, des relations qui peuvent devenir toxiques. Vous devez savoir que dans votre système, vous restez la priorité. Le premier, votre place, elle est à l'avant. Les autres membres, ils vont venir se placer autour de vous et par rapport à vous. Il en sera de même pour votre partenaire. Chacun est au premier plan de son système. Donc chacun a la première place, mais pas dans le système qui lui appartient pas. Les traumatismes que on a pu vivre, finalement, ça devient des armes contre vous-même. L'auteur, je cite beaucoup, mais c'est très parlant dans le livre, une image, un jeu, un parfum deviennent des déclencheurs pour nous replonger dans le passé. Après un traumatisme, nous voulons survivre. Le flux de votre énergie vitale a été stoppé par ce traumatisme. Et la reconnexion au corps, elle va être plus que nécessaire car vous ne voulez plus être dissocié entre le corps et l'esprit. Vous avez fait une dissociation dans certains traumatismes pour déconnecter corps et esprit et pour vous protéger. Les constellations familiales, elles modifieront pas l'événement traumatique qui a été vécu, elles ne l'effaceront pas non plus, ça c'est la réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça ira travailler sur l'emprise du passé. La dure réalité d'un traumatisme, tel qu'il soit, peu importe, on vit tous les choses différemment, c'est d'accepter son existence propre
dans notre réalité. Le traumatisme, il nous définit pas, il définit pas la personne que l'on est ou l'individu que vous êtes ou que vous allez devenir. L'événement, ça doit rester un événement. L'événement ne devient nullement votre identité. Le plus complexe dans la démarche, c'est d'être franc avec soi-même. C'est un acte de courage vers sa guérison. Guérir, c'est pas toujours confortable. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes arrivé vraiment jusque-là, jusque quasiment la fin, vous avez choisi d'écouter consciemment ce que j'avais envie de vous transmettre. Déjà, merci, un grand merci, mais prenez un court instant, maintenant, là tout de suite, conscientisez votre position, prenez un instant, respirez profondément, une inspiration profonde, puis une expiration longue, et dites-vous merci. Merci, car vous êtes sur le bon chemin d'une vie plus alignée et plus libre. J'espère qu'à travers mes mots, vous avez compris les constellations familiales, nous invitent à une prise de conscience profonde. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des maillons d'une chaîne qui traverse le temps. Nos histoires familiales, nos héritages invisibles influencent nos comportements, nos choix et parfois même nos blocages. Cette approche nous permet de révéler la dynamique inconsciente, de retrouver notre juste place et de libérer des schémas répétitifs. Se guérir, c'est aussi offrir une guérison à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après nous. Mais ce chemin n'est pas toujours confortable. Il demande beaucoup de courage, de l'acceptation et une responsabilité individuelle. Celle de réajuster notre propre place pour restaurer l'harmonie. Car en apaisant ces liens invisibles, nous libérons notre énergie vitale et nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Finalement, chacun détient sa propre vérité, son propre prisme à travers lequel il perçoit son histoire. Mais comprendre notre héritage, c'est déjà commencer à le transformer. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.